Voilà les Européens qui font entrer des armes au Niger. Des armes clandestines pour déstabiliser le Sahel. Alors quand nous on parle de ça, ces petits journalistes sont ratés, pervers, avec des gueules puantes, parlent de fake news. Maintenant je voudrais voir un seul journaliste français, y compris ce minable de Serge Danel, apporter la contradiction de ce que j'ai dit. Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Puis que la télévision nationale nigérienne a diffusé des images inquiétantes, une saisie d'armes dans une villa affiliée à ECAP Sahel. Des images présentées comme les prémices d'une ingérence française contre le gouvernement nigérien. Des allégations lourdes de conséquences. Malgré l'absence d'une interdiction officielle de quitter le territoire, Katia Dominique se heurte à un refus catégorique. Les autorités nigériennes gardent les portes closes, empêchant toute sortie du pays. En coulisses, les discussions s'intensifient entre les autorités locales et l'Union européenne, cherchant à démêler les fils de cette affaire et à trouver une issue à cette impasse. Mais cette affaire est bien plus qu'un simple désaccord administratif. Elle résonne dans un contexte déjà tendu entre le Niger et l'UE. En décembre dernier, le Conseil national de salut public, CNSP, au pouvoir au Niger, a brusquement annoncé la fin de la mission ECAP Sahel, suscitant un tollé au sein de l'Union européenne. Une décision qui a semé les graines de la discorde et qui trouve aujourd'hui écho dans cette nouvelle crise. Quand vous regardez ça, bureaucratique, cette affaire met en lumière les enjeux géopolitiques complexes qui traversent la région. Vous avez bien compris. Complexe géopolitique qui traverse la région. Quand je vous dis que le Sahel, je n'ai pas dit que le Sahel sera une zone de tension. Non. Peut-être que l'expression, quand je dis l'avenir du monde ce jour, ce n'est pas une zone de tension. Non, c'est pas ça. C'est pas une zone de tension. Pas du tout. Le Sahel va redistribuer les cartes. Le Sahel va redistribuer les cartes. Aujourd'hui, voilà le Sahel qui inspire le Zimbabwe à chasser des fonctionnaires américains. Voilà le Niger qui chasse l'Union européenne et refuse d'écouter les envoyés des États-Unis. Nous sommes en train de redéfinir la configuration de la géopolitique mondiale. À partir de ce qui se fait au Sahel, d'autres pays en Afrique vont s'en inspirer. Mais attention, il y a encore une bombe que je n'ai pas encore lâchée. Il y a une bombe que je n'ai pas encore lâchée. Je vais lâcher cette bombe tout à l'heure. Bon, on finit d'écouter ceci. L'Afrique de l'Ouest, théâtre de rivalité régionale et internationale, voit ses équilibres fragiles mis à rude épreuve. Les accusations d'ingérence et les tensions diplomatiques ne font qu'ajouter une nouvelle couche de complexité à un tableau déjà bien sombre. Pour l'Union européenne, cette crise représente un défi majeur. Ça s'arrête là. On va revenir encore, j'ai pas fini. On va revenir. Il y a un élément important que vous devez écouter. Maintenant, je vous amène ici. La bombe, elle arrive. On va écouter. Nous recevons maintenant quelqu'un qui a été Premier ministre, quelqu'un qui a été chef de la diplomatie française, ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, connu pour sa liberté de parole, nous rejoint. Bonsoir Dominique de Villepin. Et on est impatient évidemment de vous entendre sur cette politique, cette orientation politique française, celle d'Emmanuel Macron, qui a été réaffirmée tout à l'heure. Si vous déconnectez ce qui se passe dans les autres coins de la réalité globale du monde, parce que chaque élément a sa place. C'est comme le corps humain. Les yeux ont leur fonction, les oreilles ont leur fonction, la bouche a sa fonction, le nez a sa fonction, les cheveux ont leur fonction, les pieds ont leur fonction, les mains ont leur fonction. Chaque partie a une fonction. Si vous enlevez, les autres parties du corps vont savoir tout de suite que quelque chose ne va plus. Le monde, c'est un village interplanétaire, c'est un monde global. Si vous déconnectez et vous croyez que ça se passe là-bas, c'est pas mon problème, priez Dieu que ça ne soit pas vraiment votre problème. Sinon, si c'est votre problème,
ce sera un regret amer, une pilule difficile à avaler. Mais on va écouter ici. Question simple, a-t-il raison d'indiquer que face à une agressivité croissante d'après lui de Moscou, il faut se tenir prêt à toutes les éventualités et notamment l'envoi de militaires français sur le sol ukrainien? Écoutez, pour une fois, je serais relativement d'accord avec ce que vient de vous dire Dominique Moisy. On va écouter. Hein. Une fois n'est pas coutume. Exactement. Une fois n'est pas coutume. Si c'est une posture politico-médiatique, anticipant l'effondrement de l'Ukraine et cherchant à montrer que le président de la République française n'a pas écarté des options difficiles, on peut comprendre. D'accord. Pour le reste, je suis frappé de voir à quel point cette polémique est née sur des bases qui posent problème, de confusion et par ailleurs d'improvisation. Confusion et improvisation de l'Élysée sur les propos qui ont été tenus. Confusion. De quoi parle-t-on? Maintenant, écoutez. Trop au sol. Enfin, j'ai passé plusieurs décennies de ma vie à travailler sur les questions politico-militaires. Troupe au sol, c'est un langage codé et totalement clair. Ce sont des combattants. Si on veut mentionner autre chose, on parle de présence au sol. Je vous en prie, écoutez très bien, parce que le petit pervers de président Macron a parlé. Là où je dis qu'il ne faut jamais déconnecter les choses, Dominique de Villepin, il va reprendre exactement mot pour mot tout ce que je vous ai dit par rapport à la géopolitique dans un monde global. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce qui se passe en Ukraine forcément, si il y a des attitudes peu orthodoxes, il va sans dire que Moscou, c'est pourquoi nous disons toujours, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat de réciprocité. De la même manière que Moscou nous soutient aujourd'hui, demain, Moscou peut demander notre soutien. Je le dis, oui, vous avez bien entendu. Demain, Moscou peut demander notre soutien. Demain, Moscou peut nous demander notre soutien. Et c'est ce que là, le ministre va dire. Il y a de fortes probabilités que demain, la Russie demande au Sahel, à l'AES, de le soutenir. Seul, on ne peut jamais être petit, je suis seul, je peux... Non, non, non. Alors, prêtons une oreille attentive à ce qu'il va dire, parce que c'est important. Juste après son intervention, après le décrypte, on va se retrouver au Sénégal avec Ousmane Sonko. Mais on est encore dans le Sahel. De personnel au sol. Donc là, de quoi parle-t-on? Est-ce que le président de la République parle de combattants ou est-ce qu'il parle de conseillers, d'infirmiers, de spécialistes? Ça n'a rien à voir. Le problème ne se pose que si nous parlons de combattants. Vous pensez qu'il devrait clarifier sa position? Je vais vous expliquer pourquoi tout ceci est un jeu dangereux. Bon. Deuxième élément, au-delà de la confusion, il y a, à mon sens, une improvisation. Il répondait au sommet de Paris à une question des journalistes sur fond de querelle franco-allemande. C'est pas le lieu de faire des annonces au sortir d'un sommet qui a marqué un consensus. C'est pas le lieu pour faire une annonce dramatique et qui divise les participants à ce sommet. Improvisation encore, discours de Prague, puisqu'on l'appelle comme cela. Le discours de Prague, c'est quoi? Personne ne le mentionne. C'est un discours devant la communauté française. J'ai fait suffisamment de discours devant la communauté française, j'ai l'occasion de manger des petits fours et de boire du champagne, pour savoir que c'est pas non plus un lieu où on parle au monde, où on parle à l'Europe, où on parle à la Russie. C'est donc, ce sont... Donc, ici, quand vous regardez bien, par rapport à ce que j'ai toujours dit d'Emmanuel Macron, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ce que nous avons toujours dit d'Emmanuel Macron, voilà la vérité, voilà la réalité. C'est un petit président, c'est un président qui ne maîtrise rien, c'est un président qui est égaré, c'est un président qui improvise. Alors, c'est ce président-là qui nous a menacés, rappelez-vous. Et c'est lui qui a dit que son ambassadeur ne partira pas de Niamey.
celui qui nous a attaqué un gouvernement né de 2 coups d'État, c'est Emmanuel Macron. Et c'est lui qui veut imposer l'homosexualité à nos États. Dieu merci, beaucoup de présidents aujourd'hui africains désignent. Alors vous voyez comment l'Occident est en train de perdre le pied. Comment le monde unipolaire est en train de changer pour devenir un monde multipolaire. Et le Sahel joue pleinement dans la multiplicité de la polarité du monde. Le Sahel devient un enjeu crucial. Parce que si ça réussit au Sahel, l'Afrique va se réveiller, cette Afrique qui dort. On préfère maintenir l'Afrique dans le sommeil profond, dans le coma éternel, qu'une Afrique qui sort de son coma, qui sort de son sommeil pour s'affirmer, pour dire oui, pour dire non, pour que sa voix soit entendue. Voilà pourquoi je dis l'avenir du monde se joue dans le Sahel. Un Sahel qui va déterminer sa géopolitique et sa géoéconomie, sa géostratégie. Un Sahel qui ne va plus faire du suivisme, mais qui va diversifier autant que se peut ou autant que souhaité, diversifier ses partenaires à travers le globe. Ce n'est plus une France avec un monopole, une Amérique qui impose sa volonté, une Union européenne qui vient pour dire on va financer vos élections, on va contrôler vos élections, on va voir ceci, c'est nous les meilleurs, c'est nous vos papas, c'est nous vos mamans, c'est nous qui disons que c'est bien, c'est nous qui disons que c'est mauvais. Quand on dit c'est mauvais, quand on dit c'est bon, c'est bon. Le Sahel dit non. Ce paternalisme ne marchera plus avec nous. Personne ne viendra nous dire comment organiser nos élections. Quand on organisait nos élections, le Burkina a été on ne peut plus clair quand le Burkina a appelé tous ses ambassadeurs. Des réponses et des discours de circonstances qui ne peuvent avoir la gravité, l'ampleur, la légitimité, en tout cas à son meilleur, de la parole présidentielle. Écoutons. Et est-ce que donc ça accroît l'ambiguïté stratégique, puisque c'est une question fondamentale? Est-ce qu'au contraire, nous sommes dans l'excitation stratégique? L'ambiguïté stratégique c'eût été de dire, en parfait accord avec tous nos partenaires, y compris les Américains, les Ukrainiens rencontrent des difficultés sur le terrain, mais nous nous portons garant de l'unité, du respect de l'unité et de la souveraineté de l'Ukraine. Tous nos partenaires auraient signé. Alors, je bénis Allah, je glorifie Allah, je magnifie mon Créateur, mon Seigneur et mon Dieu, ma force, ma forteresse, mon refuge, mon protecteur, mon libérateur, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous connaissez la somme d'argent dont dispose Dieu, alors vous connaîtrez la fortune de Chokmar Keïta. Alors, comme il n'y a personne au monde pour connaître exactement la fortune de Dieu, donc personne ne connaîtra la fortune de Chokmar Keïta, parce que Chokmar Keïta, sa fortune se trouve entre les mains de Dieu. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Alors, donc quand vous revenez ici, Alassane Ouattara, ce vieillard irresponsable, vendu, corrompu, un lâche à tout point de vue, qui a dit que nous on s'est trompé. Voilà aujourd'hui, est-ce que Alassane peut avoir le courage de regarder Emmanuel Macron et dire c'est un idiot? Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui force aujourd'hui l'admiration à travers le monde. Même les Américains reconnaissent. Pourquoi les Américains veulent le retour de Donald Trump? Parce qu'ils savent que Donald Trump est prêt à discuter avec Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Et les Européens veulent mettre un terme à la guerre, mais ils ont peur de la folie de ce vieux qui est dépassé, qui est déconnecté, appelé Biden. Aujourd'hui, les Européens, ils n'ont pas une économie de guerre. Ils n'ont pas préparé une économie de guerre. C'est pourquoi ils sont en train de tomber. L'Allemagne a délocalisé la plupart de toutes ces grandes entreprises pour aller aux États-Unis. L'Angleterre est en train de réfléchir à un scénario identique. La France est en train de se mourir parce que la France avait, contrairement aux autres Européens, la France avait une porte de sortie sur l'Afrique. Et le Sahel a fermé ça. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Niger. Par la grâce de Dieu, Ousmane Sonko, c'est tellement son parti et sa coalition risque de gagner cette élection. S'ils gagnent, est-ce qu'ils vont laisser le Sénégal entre les mains? Parce qu'ils ont dit que s'ils gagnent, ils vont revoir tous les contrats passés sous Macky Sall. Tous les contrats seront revisités.
Voilà pourquoi l'Élysée a mis la pression sur Macky Sall dans les campagnes pour son poulet. Mais c'est perdu d'avance. Vous n'avez qu'à regarder la foule qui accompagne Ousmane Sonko. Regardez, si vous êtes honnête et sincère, qui peut regarder ce qu'ils ont vu hier, Ousmane Sonko, comment la foule l'accompagne jusqu'à chez lui et prétend que cet homme-là, à l'exception de Allah, peut perdre les élections au Sénégal. Il n'est pas candidat, mais c'est le projet d'Ousmane Sonko qui est voté avec la coalition. C'est le projet qui est voté. Ils disent qu'ils vont revoir tous les projets qui ont été passés. S'il y a un projet qui ne correspond pas aux normes et qui ne prend pas en compte les intérêts vitaux du peuple sénégalais, ils vont casser le contrat. Mais le Mali dit, le Burkina dit, le Niger dit, aucun contrat ne sera signé si ce contrat ne prend pas en compte les intérêts vitaux de nos États. Mais contrairement à Ouattara et Macky, talons de merde et tout, des tipi caca, tous disent quoi? Préserver les intérêts vitaux de la France et non les intérêts vitaux de leur peuple. Voilà la différence entre les ratés et nous, entre les pervers et les perdus et nous. Que Alassane Ouattara ait le courage de regarder Macron pour dire je me suis trompé. Mais comme c'est un gars, il n'a pas de manger dans l'assiette où il vomit, où il crache là, il ne va pas le faire. De la page. Ça, c'est de l'ambiguïté stratégique. Dire, il n'y a pas de limite, nous enverrons des troupes au sol. Par ailleurs, il ne faut pas l'exclure. Il conviendra de ne pas être lâche. Alors qu'en fait, phrase qui est sortie de son contexte, il faisait une référence à Milan Kundera et à l'histoire de l'Europe des 30 dernières années ou 40 dernières années. Donc, ramenons cette tempête dans un verre d'eau à de justes proportions, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en écoutant la télévision, qu'on est au bord de la guerre. Donc, il y a un cadre. Ce discours, ces paroles ont été mal cadrées, décontextualisées. Il n'empêche que l'Élysée, petit bon, celui qui parle n'est pas un Africain. Ce n'est pas un Sahélien. C'est celui qui a passé 20, 30, 40 ans de sa vie à servir son pays. Ministre des Affaires étrangères. Il a négocié tellement de dossiers. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il sait de quoi il parle quand il parle de son président Macron. Il ne fait que renforcer ce que nous avons toujours dit de Macron. La grande gueule, l'éclat de promo, l'éclat publicitaire, mais en dehors de ça, zéro. C'est eux qui ont dit qu'ils vont mettre en genoux l'économie de la Russie. Mais aujourd'hui, contrairement à la France, la Russie se porte bien. Et la Russie fait partie des 3 pays au monde avec une économie dynamique, prospère et stable. 3 pays, la Russie fait partie des 3 pays dans le monde. Mais la France est à quel niveau, Dieu seul sait. Je n'ai pas envie de savoir. Alors, c'est ce président-là qui gueule, alors qu'en réalité, il y a une autre intervention. Je ne vais pas vous la faire passer, mais allez écouter Marine Le Pen. Aujourd'hui, l'industrie de l'armement française est en genoux. Il ne peut même plus produire suffisamment de munitions. Je ne parle même pas d'armes. Des chiffres ont été donnés. Des chiffres ronflants. Des chiffres grandiloquents. Des chiffres impressionnants. Des chiffres pharaoniques ont été donnés par Macron pour renouveler, pour moderniser l'armée française. Mais l'argent va sortir où? Il n'y a pas l'argent. Marine Le Pen, hier, elle a parlé, je l'ai écouté. Il n'y a pas l'argent. Ils vont sortir l'argent où? Vous voulez envoyer les gens sur le terrain? Elle dit, comme il n'y a pas l'argent, alors allez-y vers les grandes sociétés françaises. C'est eux qui bénéficient de cette guerre-là. C'est eux qui en profitent de cette guerre-là. C'est eux qui ont réalisé des profits colossaux. Allez leur demander de financer l'industrie, l'armement français. Il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à aller. Parce qu'évidemment, ça place aujourd'hui le président Macron dans une position qui, en termes de politique intérieure, en termes de campagne des Européennes, peut paraître avantageuse. Oui, mais enfin ça, c'est une vision un peu cynique, pas la vôtre. Hein. Effectivement, ce serait pour ça que je pense que la part de l'Élysée est mal cadré et prématuré. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qu'il faut faire en regardant en arrière. Et là, je rejoindrai
les personnes présentes. Maintenant, C'est écoutez, que nous avons manqué à notre devoir Voilà, dans les 2 dernières années. ça devient intéressant maintenant. En termes de livraison d'armes, Sanctions qui ont été faites à moitié et trop tard. Et nous avons tout fait pour que cela ne nous coûte rien. Bon, Livraison de matériel qui ont... sanctions, ils ont fait en sorte que les sanctions ne leur coûtent rien. Mais aujourd'hui, c'est le revers de la médaille, c'est le retour du karma. Aujourd'hui, ils payent. L'Allemagne avait ce qu'on appelle une source d'énergie à bon marché. La Russie donnait, je ne sais pas comment vous, la Russie donnait cadeau à l'Allemagne. Et l'Allemagne produisait à bon prix. Voilà comment l'économie allemande est devenue prospère de l'Union européenne. C'était la plus prospère, c'était la première économie de l'Union européenne, l'Allemagne. Mais comment l'Allemagne est arrivée à ce niveau? Angela Merkel, elle le sait, c'est pourquoi ils ont construit Nord Stream 2. Et les Américains interdisent à l'Allemagne d'exporter le gaz ou le pétrole russe. Voilà la situation aujourd'hui. Alors quand je vous dis que nous allons être le centre de l'évolution de l'avenir du monde, c'est le Sahel, je vous en prie. Le gazoduc du Maroc, là, ça passe par où? Ça passe par le Sahel. Le gazoduc de l'Algérie, ça passe à où? Ça passe par le Sahel. Mais le Sahel lui-même était un réservoir inépuisable de gaz, de pétrole, de toutes les richesses du sous-sol que vous pouvez imaginer. Shogel s'est amusé à dire qu'on peut exploiter jusqu'à 200 ans. Ça ne finira même pas. À 200 ans, on n'aura même pas atteint la moitié de ce que nous avons comme réserve. Ce sont des réserves colossales, immenses. Même chose pour le Burkina, même chose pour le Niger. Le Niger n'exploite que ce qu'on lui a dit. Le Burkina ne croit que ce qu'on lui a dit. Voilà pourquoi le Mali a demandé à la Russie de faire un balayage satellitaire et de faire des prospections beaucoup plus poussées pour que le Mali sache exactement il y a quoi et quoi dans notre sous-sol ou comment cela nous place. Le Burkina a demandé la même chose à la Russie, le Niger est en train de faire la même demande. Mais ici, eux, ils venaient prendre chez nous cadeau. Voilà pourquoi je dis, on sera l'avenir du monde. Je vous en prie, partagez. Je risque même de ne même pas parler d'Ousmane Sonko, tellement le sujet est bon. Je risque même de ne pas parler d'Ousmane Sonko, mais on verra. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.